Tu sais, parfois la vie ne se passe pas comme on l'avait prévu. On s'était imaginé un chemin A, clair, évident. Et puis, sans prévenir, la vie nous pousse ailleurs, vers un chemin B. Sur le moment, on est déçu, on se dit que ce n'était pas censé se passer comme ça. Et puis, il y a ce moment où on découvre le chemin A bis, celui qu'on n'avait pas prévu, celui du compromis. Pas le renoncement, non, le chemin qui permet de faire autrement, d'avancer quand même, différemment. Pour Lison, c'est ça la résilience. Pas rebondir comme avant, mais transformer. Accepter que la route change et y trouver du sens, voire même un peu de beauté. Lison a traversé le harcèlement, la maladie et le décès de sa maman, beaucoup de virages imprévus. Mais à chaque fois, elle a choisi de s'ajuster, de relativiser et de continuer à croire que demain sera mieux. Lison se voit comme un perce-neige, souvent en avance sur la saison. Elle n'a pas peur d'essayer, elle n'a pas peur de se lancer. Si elle se plante, tant pis, au moins elle aura essayé. Et comme l'automne, elle a cette lucidité douce, voir les choses telles qu'elles sont, sans les enjoliver, mais en faisant quelque chose de simple, de juste et de vivant. Lison, c'est la force tranquille, celle qui s'associe au vent au lieu de s'époumoner contre lui, dit-elle. Celle qui sait qu'il y a toujours moyen de trouver un équilibre. Cet épisode, c'est une respiration, une conversation pleine de clarté, d'optimisme et de confiance dans la vie telle qu'elle est. Je tiens à attirer ton attention. Dans cet épisode, on aborde avec douceur des sujets sensibles comme le harcèlement, la maladie d'un proche, le décès et l'appel à l'aide. Si ces thèmes résonnent pour toi, écoute à ton rythme, avec bienveillance pour toi-même. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Lison, comment tu vas ? Bien, je vais bien. Tu as tiré une carte, formation et apprentissage. Qu'est-ce qu'elle t'inspire ? Je me dis que ça me correspond pas mal. J'aime beaucoup apprendre sur moi-même, mais aussi apprendre de nouvelles compétences. Donc voilà, c'est noté demain, formation, apprentissage. Je me dis que oui, on en apprend tous les jours. Et souvent, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Oui, j'ai l'impression que tu es tout le temps en recherche, autant sur l'humain que d'apprentissage peut-être dans des projets. Oui, c'est vrai que sur l'humain, j'aime bien déjà apprendre à me connaître moi-même, mais aussi mieux savoir cerner les autres. Je pense que quand on comprend bien comment fonctionne l'autre, on arrive mieux à travailler avec, on arrive aussi mieux à le comprendre et à pouvoir se faire entendre. Donc ça, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est par rapport à l'humain et par rapport au boulot, etc. aussi. C'est vrai que j'aime bien en apprendre tous les jours, avoir de nouvelles compétences et je me dis que c'est en suivant des formations et en apprenant un peu par-ci par-là qu'on devient vraiment compétent dans son boulot. Ouais. Et là pour le moment tu es présidente au CPAS. C'est ça, je suis présidente du CPAS de Virton. À la base j'ai une formation de juriste. J'ai commencé en travaillant chez un notaire. J'ai adoré cette partie-là de ma vie, mais quand il a fallu faire un choix entre continuer à travailler comme employée ou me lancer à fond dans cette responsabilité qu'est le CPS, j'ai choisi de me lancer à fond pour ne pas avoir de regrets. Et donc là, je suis présidente du CPS à temps plein, ce qui me permet de faire plein de choses et d'apprendre énormément. Et justement, alors ce travail au CPS, c'est en lien avec la politique. C'est un mandat politique ? Oui, tout à fait. Donc, c'est un mandat que j'ai eu suite aux élections communales de 2024. Donc, je l'ai normalement pour une durée de 6 ans. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, ça reste un contrat précaire. Hein. Ce n'est pas un CDD, ce n'est pas un CDI, ce n'est même pas de contrat du tout. Ah oui, ok. Ouais, c'est vraiment très précaire. Ah oui, ce n'est pas de contrat du tout. Officiellement, je suis sans emploi parce que je n'ai pas de contrat. J'ai une rémunération entre guillemets de mandataire. Mais oui, donc c'est un mandat politique, bien que souvent, quand on compare plus à un mandat d'échevin qui est très exposé, où les conseils communaux sont ouverts au public et où souvent on en débat dans la presse, ce qui est par rapport au CPAS, ça reste quand même beaucoup plus du huis clos. Okay. Et donc, du coup, il y a moins ce côté politisé. Il y a des représentants de la majorité, des représentants de la minorité, mais ça reste beaucoup plus un climat de consensus et ça, c'est vraiment intéressant aussi. Oui, ça doit changer aussi de quand tu participes au conseil, aux collèges communaux. Ah oui, ça c'est sûr. Après, ici, aux collèges communaux, comme à Virton, on est en majorité absolue, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas vraiment de grands débats entre les formations politiques différentes. Mais c'est vrai que quand on compare au conseil, c'est fondamentalement différent. Au CPS, on va avoir des débats uniquement par rapport à ce qu'on veut mettre en place pour les bénéficiaires, pour les résidents du home, parce qu'on a un home.
Tandis que au conseil communal, il y a quand même cet enjeu du public, de la presse, etc., qui fait que parfois ça va être des phrases un petit peu choc ou des sorties un petit peu plus musclées qu'on ne retrouvera pas du tout au sein du CPS, par exemple. Oui, ça te permet d'aborder aussi un côté de la politique différemment. Tout à fait. Oui, non, les deux côtés sont très intéressants. Hein. Moi, j'aime beaucoup tant les débats publics où il y a une certaine sorte de challenge que les débats plus au CPS où c'est une autre forme de challenge. Les deux sont très complémentaires. Et justement, j'ai vu que depuis 16 ans, depuis tes 16 ans, tu étais en politique alors. Oui, c'est ça. C'est très jeune. Oui, c'est très jeune, ça c'est sûr. Comment t'es venue cette passion à 16 ans du politique C'est vrai que c'est pas courant. Moi, je fais partie du Conseil provincial des jeunes. Donc, le Conseil provincial des jeunes, ça réunit des jeunes entre, je pense que c'est entre 16 et 17 ans, je crois. Et en fait, c'est des jeunes qui se regroupent pour monter des projets, etc. Avec tous des représentants de toutes les communes de la province. Et donc, j'ai fait ça et je me suis dit que c'était quand même super intéressant de pouvoir monter des projets. Et puis, j'aime beaucoup donner mon opinion, avoir un point de vue, pouvoir le défendre. Donc, ça m'intéressait déjà et je me suis dit que la politique, c'était quand même quelque chose de tout à fait pour moi. Et donc, oui, j'avais 16 ans, mais j'ai pris les programmes des partis, j'ai un peu lu, je me suis intéressée, je me suis dit, lequel me correspond le plus. Et puis, du coup, j'ai décidé de m'engager au sein de celui qui me parlait le plus et qui me parle toujours le plus. Et puis, de fil en aiguille, je me suis présentée aux élections. J'étais très frustrée parce qu'au final, les premières élections auxquelles j'ai participé, c'est celle de 2018. Mais t'avais quel âge à ce moment-là? J'étais en train de me dire... Non, c'est celle de 2016. Je ne sais plus, en fait. C'était quelle année? Enfin bref, les premières élections vraiment dans lesquelles j'ai pu m'impliquer, mais c'était pas les communales, c'était les fédérales. Et j'ai fait campagne et pourtant j'ai pas pu voter, donc ça c'était très frustrant. Ah oui. Mais j'ai pas fait campagne en tant que candidat, mais j'ai fait campagne pour d'autres candidats de la région avec qui je m'entendais très bien. Et j'ai pas pu voter, donc ça c'était frustrant parce que j'avais pas encore 18 ans. Et puis après, quand j'ai eu 18 ans, je me suis présentée au communal en 2018 et puis à nouveau en 2024. Oui, et en 2018, tu as eu un mandat. Alors, en 2018, j'ai pas été élue conseillère communale, mais j'ai pu devenir présidente de l'agence locale pour l'emploi. Donc, l'agence locale pour l'emploi, ça permet à des personnes qui bénéficient du chômage ou du CPS de pouvoir prester quelques heures en plus, par exemple comme accueillante extrascolaire ou pour du jardinage ou ce genre de choses, pour avoir un complément au chômage. Donc, j'ai pu devenir présidente de cette structure-là et ça m'a bien plu. Et ça m'a permis de mettre un pied aussi vraiment dedans de manière plus concrète pour la suite, quoi. Oui, et là, tu as été dans un milieu que tu connaissais pas, comme là, le CPS. Comment est-ce que tu arrives à t'introduire là-dedans et apprendre, parce que tu dois apprendre vite. J'imagine que la pression est là pour prendre des décisions, prendre des décisions justes. C'est ça. Et puis, il n'y a pas... Enfin, moi, quelque chose qui m'a surtout marqué au CPS, c'est qu'il n'y a pas spécialement de temps de formation. C'est-à-dire que le lendemain du jour où j'ai prêté serment pour devenir présidente du CPS, il y avait le bourgmestre qui m'appelait en me disant il y a eu un incendie à tel endroit. Est-ce que tu as un logement de libre pour pouvoir reloger les gens? Et j'étais là, en fait, j'ai presté serment hier, j'ai pas encore mis un pied dans mon bureau, je ne sais pas trop à qui m'adresser, parce que j'avais déjà eu des contacts avec le directeur général qui est vraiment le premier référent, mais sinon c'était un peu tout. Donc j'ai dit gentiment au vrai, j'ai dit écoute, il est 8h, j'ai rendez-vous au CPS à 8h30, je vais y aller plus tôt et je vais voir un peu ce qu'il en est. Mais c'est vrai, tu es tout de suite plongé dans le bain. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Et en tout cas, c'est une de mes forces, c'est que quand je suis au pied du mur et devant l'imprévu, j'arrive quand même à rebondir. Et donc voilà, oui, j'ai pas eu beaucoup de formation. Je ne savais pas concrètement comment fonctionnait un CPS avant d'être élue. Mais voilà, j'ai su faire face et je pense que maintenant, je m'en sors bien et surtout, j'ai la chance de pouvoir le faire à temps plein. Donc ça, c'est vraiment une décision que j'ai prise et que je ne regrette pas parce que ça me permet d'y être toute la journée, de pouvoir me renseigner, de pouvoir beaucoup dialoguer avec les équipes et d'en apprendre énormément sur eux et sur comment est-ce qu'ils fonctionnent et sur comment est-ce qu'ils font leur métier. Donc ça, c'est super intéressant. Oui, et je trouve que c'est
vraiment un bel investissement de ta part. Tout le monde ne fait pas ça, en fait. Tout le monde n'a peut-être pas l'envie ou l'occasion de faire un temps plein là, dans ce job de président. C'est ça. Je pense que c'est vraiment... Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Je vois, moi, par exemple, c'est mon seul revenu. Donc, il fallait aussi, concrètement, avec mon mari, on en avait parlé, ça ne pouvait pas remettre en question les projets qu'on avait ensemble. Donc, on avait le projet de faire une extension à la maison, d'avoir un bébé, etc. Et donc, ça ne pouvait pas remettre tout en question parce que j'allais diminuer mes revenus en changeant de poste. Ici, ça c'est pas le cas. Donc, là-dessus, ça me permet de pouvoir me dire, je m'y consacre à temps plein, tout en ce que mon rythme de... pas mon rythme de vie, mais en tout cas, mes revenus soient les mêmes à peu de choses près qu'avant. Et c'est vrai que là, c'est possible pour moi de le voir comme ça parce que je suis en début de carrière. Tandis que pour quelqu'un qui est plutôt en fin de carrière, ou qui est au milieu, pouvoir se dire je lâche mon job pendant peut-être normalement 6 ans, c'est ça. mais peut-être moins aussi, et sans sécurité derrière, et avec un revenu qui sera moindre, je peux comprendre que tout le monde ne puisse pas se le permettre. Donc voilà, ici moi je me suis dit voilà, si jamais dans 6 ans ça s'arrête là, j'en aurai jamais que 34. Je suis bonne sur le marché de l'emploi et ce sera ok quoi. Mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui est plus vers une fin de carrière, ce soit pas possible de l'envisager comme ça. Oui, tout à fait. Et tu es jeune en politique, tu as 28 ans. Oui. Et tu as été élue et tu as eu le meilleur score parmi les jeunes. Oui, c'est possible que parmi les jeunes, c'est possible, effectivement. Et le 3e score parmi les femmes. Oui, ça oui. Donc ça, c'est un beau signal. Ouais, c'est vraiment chouette. Après, voilà, il reste le fait que à Virton, une liste, c'est 21 candidats, que sur les 21 candidats, il y avait 11 hommes et 10 femmes. Et sur les 11 hommes, il y en a, si je ne dis pas de bêtises, il y en a 10 qui sont passés comme conseillers communaux. Ah oui. Et sur les 10 femmes qu'on était, on n'est que 3 à être passées du premier coup en tant que conseillère communale. Donc là-dessus, je me dis que... Alors c'est bien parce que je suis jeune et que j'ai été élue directement, mais il y a quand même encore quelque chose où... Alors soit on avait des très très bons hommes, et je pense que c'est le cas, mais on avait aussi des très très bonnes femmes. Donc j'ai un peu du mal à encore parfois à comprendre d'où vient cette disparité entre le fait qu'on ait su faire passer autant d'hommes et comparativement si peu de femmes. Oui, elle est encore fort marquée. Ah oui. Ah oui, c'est impressionnant pour beaucoup de choses. Il y a encore... on voit que c'est quand même... La politique, ça a quand même beaucoup été fait pour les hommes et par des hommes. Donc, Et d'être jeune en politique, est-ce que c'est difficile pour toi ? Est-ce que ça comporte des... Ouais, ça n'a pas toujours été facile, dans le sens où c'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais investie au sein d'un mouvement où j'ai été élue présidente, et là j'ai vraiment senti que j'avais du mal à me faire respecter en tant que présidente, parce que les personnes les plus expérimentées, on va dire, certaines avaient vraiment envie de continuer à pouvoir... mener leur bateau comme ils l'entendaient, alors que c'était moi le capitaine du bateau, donc c'était à moi d'insuffler la direction. Et donc là, c'est vrai que le fait d'avoir été jeune, ça m'a desservi. Alors, mon caractère aussi, pas que le fait d'avoir été jeune, il faut être honnête, mais le fait d'avoir été jeune ne m'a pas aidée. Et donc, je pense que c'est à double tranchant. C'est bien parce que de temps en temps, je me dis, si je fais une erreur, je pourrais toujours dire que c'est une erreur de jeunesse, ça passe encore. Et de l'autre côté, je sais que sur certaines choses, je vais être attendue encore plus au tournant, parce qu'on aura facile à me dire, de toute façon, et on me le dit régulièrement, de toute façon, toi, tu connais rien, ou ce genre de choses, parce qu'on part du principe que comme je suis jeune, j'ai moins de compétences, alors que c'est pas vrai du tout. J'ai juste des compétences différentes, et peut-être une mise au clair sur certains sujets plus à jour, quoi, mais voilà. Oui, et puis tu as aussi tes études, tu as ton expérience qui n'est pas la même que les autres, mais c'est vrai que ça peut être facile de remettre ça sur le compte de ta jeunesse. Oui, c'est ça. Après, je pense que chacun est compétent dans un domaine, peu importe lequel. J'ai pas les mêmes compétences que les autres, et c'est très bien, c'est ça qui fait que ça peut fonctionner, et inversement, mais c'est vrai que parfois c'est un raccourci un peu facile à faire. T'es jeune, t'y connais rien, quoi. Et justement, j'ai lu que
oui, dans ce parti-là, tu avais vécu aussi des méchancetés. Ouais. C'était vraiment difficile pour toi. Est-ce que t'as... Parce que quitter un poste où tu es présidente, ça doit être quand même Ouais. difficile quand tu as envie d'être justement Ouais. en politique à ces postes-là. Comment ça s'est passé cette période-là? Ça a été compliqué. Hein. Et alors, c'est là où c'est très intéressant parce que j'avais des personnes autour de moi qui sont pas du tout politiques. Et notamment mon mari, on a beau vivre ensemble, il déteste la politique. Ah, oh là là. Non, ça c'est clair pour ça, on est très complémentaires tous les deux. Mais donc il déteste la politique et souvent quand je lui parlais de certaines choses, etc., il me disait « Non mais là ça va pas, ça dépasse un cap qu'il faut pas franchir ». Et donc souvent ce que j'ai fait, c'est que quand j'avais besoin de prendre du recul et de savoir si c'était au final, si c'était moi qui en faisais tout à un plat, ce qui aurait été possible aussi, ou si c'était vraiment juste des faits qui étaient trop graves que pour être passés sous silence. Alors souvent j'en ai parlé avec lui et avec d'autres aussi. Et il m'a dit principalement, il m'a dit non, au bout d'un moment, il faut que tu stoppes, là c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais j'ai su faire appel aux ressources qui étaient autour de moi. Et je pense que souvent on sous-estime les ressources qu'on a autour de soi. Et donc voilà, c'est vrai que le jour où l'article de presse est sorti, comme quoi je démissionnais de mon poste de présidente, ça a été... j'ai pas bien dormi cette nuit-là, j'étais pas sereine, c'était relativement compliqué. Et puis au final, quand j'ai vu les retours que j'en avais, j'ai eu énormément de retours positifs dans le sens où les gens attendent ça aussi maintenant, des personnes qui s'impliquent en politique, de pas simplement accepter que le système est fait comme ça et que c'est comme ça et que c'est pas autrement, mais de pouvoir dire haut et fort, le système fonctionne comme ça, moi je suis pas d'accord et donc je rentre pas dans ce système-là. Et c'est vrai que c'est encore quelque chose que je fais maintenant, quand on a parfois certains débats au sein du collège ou quoi, mais je le dis encore régulièrement, moi j'ai une autre vision. Alors elle est suivie, elle n'est pas suivie en soi, on ne peut pas tout le temps être satisfait à 100%, ça reste des compromis H24 la politique, mais en tout cas je le dis systématiquement quand je ne suis pas d'accord. Donc, Avant tu le faisais peut-être moins alors? Au début, en tout cas, quand je me suis impliquée en politique, je le faisais moins, de dire que j'étais pas d'accord, mais j'ai quand même toujours eu un franc-parler qui fait que... c'est ton caractère. Ouais, c'est ça. Je l'ai moins dit au début, mais c'est quand même vite venu. Oui, et c'est ça ta force aussi, c'est d'avoir cette assise, cette force de caractère. Ouais, je me dis... Je me dis que tout est éphémère, donc dans le sens où, pour l'instant, la politique c'est vraiment mon truc, j'adore ça, mais ça peut très bien être éphémère et durer uniquement les 6 années de mon mandat, ou plus ou moins, enfin on sait jamais. Mais en tout cas, je me dis que tout est éphémère et que le plus important, c'est qu'à la fin, je puisse me dire... je l'ai fait de manière juste et je l'ai fait de la manière auquel moi je croyais que c'était de la meilleure direction. Ouais. Donc ça vraiment c'est important et c'est ce que je me dis dans chacune des décisions que je dois prendre. Je me dis, est-ce que je suis vraiment convaincue que c'est la meilleure décision? Si je suis vraiment convaincue que c'est la meilleure décision, alors même si elle est impopulaire, même si elle est relativement dure à prendre, parce que parfois il y a tout ce qui est gestion du personnel qui n'est pas évident, parce que c'est comme la vie des personnes, etc. Et il ne faut pas croire que je ne suis pas sensible à tout ça. Mais je me dis... Si fondamentalement, je pense que le mieux, c'est de ne pas poursuivre avec cette personne, alors il faut que je fasse ce que je pense être mieux. Oui, tu l'appliques en politique, dans ton rôle de présidente, dans tout ce que tu fais, c'est être vraiment juste avec toi, honnête. C'est ça. Et aligné. Oui, c'est ça. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, moi, j'ai pas de problème à me regarder le matin dans la glace. Je me dis, ouais, non, alors oui, tout n'est pas parfait et je fais des erreurs. Et je pense que c'est ok, parce que même au moment où je prends la décision, et même si par la suite je me rends compte que c'était une erreur, au moment où je prends la décision, je suis vraiment convaincue que c'est la bonne décision. Oui. Je suis pas en train de me dire, non, franchement, j'y crois pas, mais je vais toujours prendre cette solution-là parce que c'est quand même la plus facile, quoi. Ouais. Ça, je fais pas. Et ça, c'est tout à ton honneur. Ouais, en tout cas, moi, c'est ce que je préfère, donc ça me convient très bien. Oui, au moins, comme tu dis, tu peux te regarder en face. Et c'est ça. Même si effectivement après tu te rends compte que c'était peut-être pas la meilleure des solutions, mais pour toi c'était la plus juste au moment où tu as pris la décision et c'était la seule à prendre. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Après, c'est vrai que je sais que
c'est beaucoup des feedbacks que me renvoient les équipes avec lesquelles je travaille. Ça change. Donc souvent, je pense il y a parfois trop de personnes qui s'investissent en politique et qui veulent essayer de prendre des décisions lisses et pour au final juste ne pas faire de vagues, mais c'est pas spécialement les meilleures décisions, celles qui font pas de vagues. Donc parfois, je pense qu'il vaut mieux une décision qui fait un peu du remous, mais qui va permettre de vraiment aplanir les choses correctement pour la suite, plutôt qu'un truc qui va pourrir un peu en silence, quoi. Ouais. Et pour faire plaisir peut-être à... Oui, ça, ou pour ne pas devoir être confronté à quelque chose qui est déplaisant. Donc, mais je pense que ça fait partie du job de tout entrepreneur, de tout chef d'équipe, de tout indépendant, de devoir prendre des décisions parfois qui sont pas faciles, mais qui sont nécessaires, quoi. Oui, on sent chez toi qu'il y a vraiment ce lead qui est en toi, là. On sent qu'il ne demande qu'à s'exprimer. Ouais. Alors là-dessus, j'ai peut-être pas encore suffisamment de recul, mais oui, je sais en tout cas que j'ai plus le caractère d'une meneuse, on va dire, que d'une suiveuse. Mais après, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement facile pour moi d'être une meneuse, mais je pense que c'est aussi vraiment nécessaire parfois de pouvoir laisser cette place-là à d'autres personnes. Et d'être plus dans un rôle de conseil ou ce genre de choses. Mais voilà, parce que c'est facile pour moi d'être une meneuse, mais c'est pas facile pour tout le monde. Et je voudrais pas que les gens se disent « Ah bah c'est elle qui le fait d'office, quoi. » Oui, dans mon boulot, je suis obligée de le faire, mais par exemple, dans les associations dans lesquelles je m'investis, etc., bah alors là, je préfère laisser d'autres personnes mener et plus de temps en temps donner des conseils ou ce genre de choses, plutôt qu'à nouveau de l'idée. Mais c'est chouette de pouvoir s'en rendre compte. Et je vois que tu as quand même beaucoup de connaissances en humain, en relations. Et quand on s'est rencontrés, tu avais dit que ta maman t'avait fait baigner là-dedans. Parce que tout le monde ne se rend pas compte non plus parfois on a des compétences et on peut oublier que l'autre ne sait pas le faire. Et laisser la place à l'autre, c'est quand même quelque chose... Oui. Après, c'est quelque chose que je veux dire... On parlait tout à l'heure de tout ce qui était formation, etc. J'ai pas spécialement de suivi de formation par rapport à ça. Effectivement, je pense que ça vient de mon milieu familial, de ma maman qui était psychologue et qui nous a toutes les 4 avec mes 3 sœurs vraiment éduquées autour de l'humain, de faire attention aux autres, etc. C'est vraiment quelque chose qu'elle nous a inculqué. Mais je le fais un peu de manière inconsciente. Ça me demande pas d'énergie, ça me demande pas de réflexion. Ça me semble juste aller de soi, quoi. Donc là-dessus, c'est vraiment cool. C'est très intuitif. Oui, tu parles de tes sœurs, tu as une sœur jumelle. Oui, c'est ça. Donc j'ai 2 grandes sœurs et une sœur jumelle. On s'entend toutes les 4 super bien, donc ça c'est vraiment chouette. Et c'est une vraie jumelle. Une vraie jumelle. C'est une vraie jumelle. Alors c'est marrant parce qu'on nous dit souvent « Ah, bah du coup, vous faites tout ensemble ?» Alors non, on ne fait pas tout ensemble. mais on s'entend très bien. Et alors c'est vrai, ce qui était vraiment bien quand on était plus jeune principalement, c'est que souvent on cherche tout le temps à devoir essayer d'inviter une amie pour jouer parce qu'elle a le même âge que nous. Là, il n'y avait pas besoin parce que j'avais ma jumelle et donc on a le même âge, on avait les mêmes hobbies, etc. Donc c'était facile d'avoir quelqu'un pour jouer avec. Mais après, au fur et à mesure du temps, maintenant, je m'entends tout aussi bien avec elle et j'ai le même genre de relation avec elle qu'avec mes 2 grandes sœurs, par exemple. Ah oui, d'accord. Donc, est-ce que t'as vu que ça pouvait te poser des soucis d'avoir une sœur jumelle ou en fait, je sais pas, peut-être c'est nous qui nous y sommes mal pris ou j'en sais rien, mais par exemple, quand on était en primaire, on a eu des problèmes parce que... Enfin, on a eu des problèmes. On avait tendance à chamailler quand même pas mal dans la cour de récré avec d'autres personnes parce que on était 2 et donc je sais pas si on faisait peur ou en tout cas comment ça... Enfin, je sais plus exactement, c'était les primaires donc ça remonte. Mais en tout cas, comme on était 2, je pense que c'était... On formait déjà une bulle et donc c'était peut-être plus difficile pour les autres de venir dans notre bulle ou pour nous d'inclure d'autres personnes dans notre bulle. Donc là-dessus, oui, c'est vrai qu'en primaire, ça a été un peu plus compliqué. Après, par la suite, dès le début de la secondaire, on a été
crise d'adolescence, chacune dans Ouais. dans notre groupe d'amis, etc. Là-dessus, il n'y a pas de miracle. Hein, Ah oui, vous avez vraiment pris vos identités et vous avez eu vos groupes. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est quelque chose... dès la première secondaire, on avait demandé, je pense, ou maman avait demandé à ce qu'on ne soit pas dans la même classe pour ne pas à nouveau qu'on s'identifie trop l'une à l'autre et que les profs parfois comparent. Voilà, il y avait aussi ce genre de choses-là qui sont de manière inconsciente et bienveillante, mais qui sont là quand même. Et donc, c'est vrai que dès le début, on a été séparés dans des classes différentes et donc on a créé des cercles d'amis différents. Et puis voilà. Ouais. Donc ça, ouais, c'est cool. Ouais, et tu as perdu ta maman il y a 5 ans demain. Ouais. Ah, c'est demain, c'est possible. Oui, je suis pas très date. Je suis pas très date, ouais. Bah oui, ça fait partie des étapes de la vie. C'était sans doute une des plus compliquées pour moi parce que j'étais très très proche de ma maman. Donc, on l'a dit, hein, elle était psychologue, elle était extrêmement bienveillante. Et donc, c'est vrai que quand j'avais des problèmes, des incertitudes, on pouvait passer des heures et des heures avec ma maman à la table de la cuisine en train de parler ou de débattre. Elle s'intéressait pas spécialement beaucoup à la politique, mais elle avait aussi beaucoup d'idées bien arrêtées. Et donc, parfois, on pouvait faire des débats assez longs et parfois assez intenses sur certains sujets. Ouais, ça t'entraînait déjà. Ah oui, parce que ma maman avait un peu le même caractère que moi, donc aussi très têtue, avec certaines idées, etc. Donc, quand on avait les mêmes idées, c'était facile de débattre. Quand on n'avait pas les mêmes idées, c'était plus intéressant aussi. Donc, ouais, c'est vrai que ça fait partie des étapes. Je pense que ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Quelque chose que je lui ai beaucoup reproché après sa mort, c'était de ne pas m'avoir appris à vivre sans elle. Je pense que c'est vraiment quelque chose où, comme on était très fusionnels, j'étais en côte, mais je revenais plusieurs fois par semaine à la maison. Et puis, quand j'ai loué un petit appartement avec mon mari, il était plus ou moins au bout du jardin. Hein. Ah oui, c'était vraiment tout près. C'était tout près. J'amenais petit déjeuner à la maison en pyjama. Ah oui, carrément. Ah oui. Oui, non, donc j'ai pas vraiment eu cette séparation avec ma maman avant son décès. Contrairement à mes sœurs qui soit étaient parties 1 an au Brésil ou en Australie ou à mon autre sœur Elodie qui elle avait déjà pris son indépendance ici. Moi j'avais pas franchi ce cap-là et donc c'est quelque chose que je lui ai beaucoup reproché de pas m'avoir appris à vivre sans elle et puis avec le recul et puis en travaillant avec une psychologue aussi, je me suis dit qu'au final j'avais tous les éléments en main mais je voulais pas les voir mais j'avais tous les éléments en main et qu'elle m'avait suffisamment bien inculqué ses valeurs et appris beaucoup de choses pour que je puisse m'en sortir sans elle. Mais c'est vrai que ça fait partie de la vie, ouais. Oui. Et tu étais préparée à ça, à son départ ou... Elle est décédée d'un cancer, donc oui, on savait que c'était la fin. On n'est jamais préparé suffisamment, surtout comme nous, avec maman, j'étais très fusionnelle. C'était pendant le Covid, alors moi ça m'a arrangé que ce soit pendant le Covid parce que du coup, ouais. Moi pour ça, j'ai été extrêmement reconnaissante envers le Covid parce que au lieu de devoir aller à Louvain pour faire mes études, je pouvais les suivre depuis la maison. Donc du coup, je pouvais passer mes journées à veiller sur maman, quand ça n'allait pas, l'aider à faire des trucs, etc. Alors j'ai pris beaucoup plus de temps dans mes études que les 5 ans qui étaient prévus à la base, mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de pouvoir m'occuper d'elle et de passer énormément de temps avec elle. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose où je suis reconnaissante. Du coup, ça a été encore plus dur après. Parce que au lieu d'avoir été à Louvain plus ou moins 5 jours semaine, j'étais chez moi H24 avec elle. Et donc, voilà, mais oui, préparer, fondamentalement, je pense que de toute façon, j'y aurais jamais été assez, donc voilà. Oui, parce que tu étais jeune en plus. Ouais, je pense que c'est toujours trop jeune pour perdre sa maman. Mais c'est vrai que parfois, quand je vois... Quand j'ai des personnes autour de moi qui perdent leur maman et que c'est des mamans qui ont 80 et des ans, je me dis, oui, fondamentalement, c'est triste, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est plus dans la logique des choses que ce que moi j'ai vécu en ayant 23 ans, quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà, après, il y en a qui perdent leur maman encore plus tôt, donc... je pense que ça sert à rien de réfléchir comme ça. C'est comme ça, il faut apprendre à vivre avec.
Et aujourd'hui, c'est quelque chose où que j'ai vraiment accepté d'avoir perdu ma maman. J'ai fait le deuil, ou en tout cas, je pense, d'après ce qu'on nous explique sur le deuil de manière très théorique. Oui. Je pense que j'ai fait le deuil. Mais oui, ça reste quelque chose qui, par moments, est quand même compliqué quand j'ai des gros doutes ou... par exemple, tout à l'heure, on parlait de quand j'ai démissionné de mon poste de présidente de parti. C'est quelque chose où typiquement, systématiquement, je me demandais, mais qu'est-ce que maman me conseillerait, quoi. D'accord. Ouais. Et là, j'aurais vraiment eu besoin qu'on soit autour de la table à la cuisine, en train de débattre, et qu'elle me dise, bah non, là, tu plantes totalement, ou bah non, là, t'as raison, fonce. Ouais. Mais voilà, c'est plus ces feedbacks-là qui me manquent énormément dans mes choix quotidiens, quoi. Et tu les as retrouvés en quelqu'un d'autre ou... Je pense que si j'avais voulu les retrouver, je pourrais, mais j'ai pas eu cette envie-là. Ouais. Je pense que ce qui me manque vraiment, c'est ces feedbacks à elle, et que, alors oui, mes sœurs jouent un peu ce rôle-là, et quand vraiment ça va pas ou quoi, j'ai tendance à me tourner vers elles, mais fondamentalement, je sais que ce sera différent, et donc je cherche pas spécialement quelqu'un pour me donner ces feedbacks-là. Souvent, quand je doute vraiment beaucoup, alors ce que je fais, c'est que j'essaye de me dire, ben voilà, connaissant bien maman, qu'est-ce qu'elle aurait dit, qu'est-ce qu'elle aurait pensé, etc. Normalement, j'ai tout ça en moi. On a passé suffisamment d'heures à discuter que pour que je sache un peu quel aurait été son feedback, quoi. Donc, oui, tu te retournes vers tout ce qu'elle t'a transmis, finalement. Oui, c'est ça. Ouais. Plus que vers d'autres personnes, parce qu'en plus, sinon, les pauvres, je pense que j'aurais tendance à leur en vouloir si après ils me donnent un conseil et puis qu'ils me disent, ah bah non, c'est pas du tout celui que maman m'aurait donné, et puis ça foire. Donc je préfère ne pas trop me tourner vers d'autres personnes. Ouais. Et donc dans ce moment-là, ce qui t'a aidé, c'était la psychologue? Ouais, vraiment. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime peut-être trop souvent. Moi, j'ai pas peur de le dire. Les psys, bon, bah, déjà parce que ma maman était psy, mais, mais je veux dire, les psys, j'en ai vu de manière plus ou moins régulière tout au long des différentes étapes de ma vie. Et quand j'ai été en secondaire, j'ai été harcelée, et donc là, j'ai été suivie par un psychiatre, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'aller de l'avant. Après, quand maman est tombée malade, etc., j'ai été suivie par un psychologue aussi. Ça m'a aussi permis de mieux me découvrir, de mieux savoir comment moi je fonctionnais, et de mieux appréhender mes émotions. Et même encore maintenant, dans les étapes importantes de ma vie, là je suis enceinte, en plein milieu de la grossesse, j'ai ressenti à nouveau ce besoin d'aller chez une psychologue et de pouvoir dialoguer avec elle, parce que je me sentais un peu perdue. Alors parfois c'est très frustrant, et je me dis, purée, quoi, je vais avoir besoin d'être accompagnée par des psychologues toute ma vie, j'en ai quand même un petit peu marre, quoi. Et de l'autre côté, je me dis, mais au final, c'est ce qui me permet d'avoir un certain équilibre et de garder le cap. Et s'il faut aller parler avec des gens qui sont en plus... parce que les psychologues, on les choisit. Si ça ne va pas avec un, on peut en choisir un autre, etc. Donc, si c'est aller parler avec des gens qui sont bienveillants et qui sont là pour nous écouter et nous conseiller 1 heure par semaine pendant X temps, je pense que ça vaut le coup de prendre ce temps-là pour y voir plus clair dans sa vie et pour pouvoir vraiment avancer, quoi. Donc, ça, c'est vrai que les psys, moi, c'est quelque chose... où je me tourne vers eux en cas de besoin. Oui, tu aurais peut-être aimé vouloir être autonome et te dire, allez, oui, j'ai pas besoin de ça, mais c'est vrai que ça nous aide à prendre du recul. C'est ça. À poser aussi les choses, parce que parfois, je pense que quand on est la tête dans le guidon, c'est pas évident de se dire, bon, voilà, pause, il faut que je mette les choses à plat sur la table et recadrer un peu tout ça. Parfois, on est juste déjà un pas trop loin que pour pouvoir se dire tout seul de le faire. Et donc, le fait d'aller chez un psychologue, ça nous permet en tout cas, moi, perso, ça me permet de faire ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je dois reprendre contact avec un psy, parce que je ne vais pas tout le temps voir le même, ça dépend un peu de la spécialité. Mais à chaque fois, j'ai l'impression de faire un pas en arrière. Mais... fondamentalement, je sais que c'est peut-être faire un pas en arrière pour pouvoir en faire 3 en avant après, donc c'est ok, quoi. Oui, souvent la ligne de progression n'est pas des retours en arrière francs, c'est vraiment pour mieux avancer encore plus loin. Oui.
Et je pense que voilà, je suis quelqu'un de relativement sûr de moi dans la vie et qui, on me le disait, qui sait prendre des décisions, etc. Mais ça n'empêche pas parfois d'avoir juste besoin de temps pour moi, de prendre du temps pour déposer les choses qui sont pas faciles et de pouvoir avancer par la suite. Donc, je pense que parfois on s'arrête un peu trop à ces images de façade de la personne qui est super enjouée par son job, qui a l'air sur papier d'aller super bien, etc. Bah non, parfois il y a autre chose derrière, parfois pas, mais parfois il y a autre chose derrière et tous les jours sont pas faciles et ça fait partie de la vie, donc voilà. Oui, et ça fait du bien de voir, comme tu dis, par rapport aux décisions qui ne sont pas toujours lisses, c'est bien aussi de voir des gens pas tout lisses non plus. Ah oui, c'est ça. Et de voir qu'ils sont aussi confrontés à leurs propres difficultés par moment et que c'est OK, en fait, c'est ça, vraiment, de consulter et que... Ouais. Oui, je pense que... Alors, en tout cas, c'est ma perception des choses et c'est probablement pas la vérité, mais je pense que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, devrait prendre le temps d'aller voir une psy pour pouvoir faire face à un événement pas facile. On parlait du décès de ma maman, ou même pour faire face à quelque chose qui va arriver et qui semble effrayant. Enfin, voilà. Donc, voilà, il y a des moments comme ça où je pense que c'est intéressant de prendre du temps. Ouais, tu parles de harcèlement. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, ça, à mon avis, t'as pas trouvé sur les réseaux. Non. Ça, ouais, non, ça remonte. Hein. J'étais en rénové, j'étais en quoi, en 4e. Je pense que ça a commencé quand j'étais en 4e, ouais. Et je m'intéressais à un garçon, on s'est envoyé des messages un peu par rapport au sexe, etc. Et quand on a 16 ans, on est très pudique par rapport à ça. Et il se fait que le mec était pas super malin, il était dans un bus de foot, il a montré à tout le monde. Et puis après, évidemment, ça a commencé dès le lendemain dans la cour de récré. Tu couches avec tout le monde, tout ça, alors que j'avais jamais couché avec personne, donc c'était encore plus difficile à accepter. Je veux dire, je pense que dans tous les cas, c'est difficile à accepter, mais quand ça ne relève d'aucune vérité, ça semble encore plus injuste. Donc ça n'a pas été évident. Puis il y a une fille en particulier qui s'en est emparée et qui revenait systématiquement avec ça. Donc ça a duré quand même pendant un peu moins d'1 an, je dirais, ces rumeurs-là. C'était épisodique. Ma maman était déjà pas en super santé, donc il y avait ces deux éléments-là, le fait qu'à l'école ça n'allait pas et où j'arrivais pas à être tranquille et où la fille en question, enfin le groupe de filles en question n'arrêtait pas de revenir vers moi par rapport à ça. Et le fait qu'à la maison, c'était pas grave non plus parce que maman était pas en forme, elle devait se faire opérer ou elle venait de se faire opérer. Et donc voilà, j'étais en pleine crise d'adolescence aussi. Maintenant avec le recul, j'arrive à relativiser, mais à ce moment-là, quand on est en plein dedans, à ce moment-là, c'était extrêmement difficile pour moi. J'ai terminé par faire une tentative de suicide qui a loupé et c'est très bien comme ça. En tout cas, c'est comme ça. Enfin, on t'a vu au dernier moment, on t'a retrouvé Non, j'étais à l'école et la fille est à nouveau revenue vers moi et à un moment donné où j'étais pas bien moralement et donc j'ai pris tous les médicaments que j'avais sous la main et voilà. C'était sans gravité, avec le recul, je sais pas si c'était plus un appel au secours qu'une vraie tentative de suicide. Le fait étant que depuis, je n'ai absolument plus peur de la mort, ça ne me dérange pas de mourir. C'est vrai. Ah ouais. Comment ça se fait ? À ce moment-là, tu as été à l'hôpital, aux urgences, ils t'ont fait un lavage ? Ouais, c'est ça. Donc j'étais emmenée en ambulance aux urgences, ils m'ont fait un lavage. T'étais inconsciente ? Je pense qu'à un moment donné, j'ai perdu connaissance. Mais pour ça, le cerveau est plutôt bien fait parce que c'est quand même toute une partie... c'est quand même toute une journée où j'ai des souvenirs assez flous comme ça. Oui. Donc, mais oui, il y a un moment donné. En tout cas, je me souviens de l'ambulancier qui me donnait des petits coups pour que je reste bien éveillée, etc. Ah oui, donc je pense que j'ai quand même perdu connaissance à un moment donné. Oui, t'as été aux urgences, lavage. Oui, c'est ça. Et puis après, ils ont voulu que je sois vue par un psychiatre. Moi, j'étais déjà suivie par un psychiatre et une psy, donc je voyais déjà les deux. Donc on avait déjà mis des choses en place par rapport à tout ça. Donc ils m'ont laissé ressortir. Et puis dès le lendemain, j'ai repris les cours parce que sinon, je savais que je ne remettrais C'est vrai ? Ouais. Sinon, je savais que je ne remettrais plus jamais un pied dans une école. T'as eu extrêmement de courage pour revenir le lendemain. Parce qu'en plus, c'était à l'école, tout ça. Oui, c'était à l'école.
Je sais pas si c'est du courage, mais on en parlait au début, que quand je me retrouve face à un imprévu, quelque chose que je maîtrise pas, j'arrive quand même à rebondir. Et là, je pense que c'était la même chose. Je maîtrisais pas, j'avais plus la maîtrise pour rien, mais il fallait que je rebondisse, quoi. Ah oui, ça a été vraiment ton élément déclencheur C'est pour... ça. Et donc là, ouais, je suis retournée en cours dès le lendemain, plus personne ne m'a parlé, je passais mes récrés à errer dans les couloirs en attendant que le temps passe. Ça devait être aussi très difficile, ça. Ouais, c'était très difficile, c'était vraiment... ça a été vraiment une période très compliquée. Et puis finalement, j'ai pris la décision avec ma maman que je voulais que je changeais d'école, que je ne pouvais plus rester dans cette école-là. Et j'ai changé d'école et ça m'a permis vraiment d'avoir une bouffée d'air frais. Ouais. Et de retrouver un peu toute ma joie de vivre, etc. Donc... Oui, et puis tout ça ne te suivait plus. Oui, non. Tu redémarrais une nouvelle page. Alors parfois, de temps en temps, je croisais la fille en balle et c'était reparti, quoi. Mais... Et là, ça te faisait remonter. Là, c'était fou. Surtout à cette époque-là. Maintenant, je croise la fille, je lui dis encore pas bonjour. Alors que fondamentalement, si je suis très honnête... si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette épreuve-là. Donc, je pense que si j'ai le caractère que j'ai, si j'arrive à faire face à des épreuves, etc., c'est parce que j'ai connu d'autres épreuves par le passé qui m'ont permis de me découvrir et de me dire, bah voilà, il faut savoir relativiser. Mais ouais, non, je lui dis pas bonjour, elle me dit pas bonjour et c'est très bien comme ça, on le sait tous les deux. Ouais. Et tu trouves que ça t'a permis d'avoir plus de force, de capacité, de résilience, Alors, pas sur le moment. Oui, ça, vraiment... Sur le moment, c'est pas possible. C'est ça. Je pense que c'est vraiment... je dirais quoi, les 4-5 ans plus tard, où je me suis dit, ouais, au final, ça me permet de relativiser. En tout cas, ça m'a beaucoup permis de relativiser beaucoup de choses. Ouais. Et tu parles de la mort. Comment ça se fait que tu n'as plus peur de la mort depuis ce jour-là ? Ah oui, non, ouais. Alors, je pense que c'est particulier et à nouveau, c'est pas partagé par tout le monde et c'est très bien comme ça. Moi, quand j'ai fait cette tentative de suicide, ça me dérangeait fondamentalement pas de mourir. Et même encore maintenant, quand il y a quelqu'un qui décède autour de moi, je suis pas triste pour la personne qui est décédée. Elle est décédée. C'est comme ça. Je suis triste pour les personnes qui restent, qui doivent apprendre à vivre avec. Mais fondamentalement, la personne, elle est plus là. Alors, est-ce que je crois au paradis ou quoi ? J'en sais rien et je m'en fous un petit peu. Mais fondamentalement, elle est plus là sur Terre pour, on en parlait, pour dialoguer avec nous ou ce genre de choses, quoi. Et oui, c'est quelque chose où, jusqu'à ce que je sois enceinte, fondamentalement, si demain je mourrais dans un accident de voiture, c'était ok, il fallait pas être triste pour moi. Enfin, et je pense que c'est là aussi que vient cette mentalité, entre guillemets, de me dire, j'essaye tout le temps de prendre les meilleures décisions auxquelles je crois, etc. Parce que fondamentalement, si c'est la dernière décision que je dois prendre, ce sera ok, quoi, je serai en phase avec. Oui, c'est ça. Donc oui, non, la mort, moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ouais. Soyez pas triste pour moi si je meurs demain, hein, c'est ok, moi je suis morte. Hein. Mais tu parles de jusqu'à ce que tu sois enceinte. Est-ce que ça change quand même un peu? Là, actuellement, je suis enceinte, donc oui, là, c'est quand même plus particulier. Ouais. Je considère que j'ai plus la même responsabilité par rapport à tout ça. Après, pour la suite, on verra, mais oui, effectivement, jusqu'à présent... je suis responsable de moi-même. Ouais. Donc, jusque-là, c'est ok. Alors oui, mon mari sera probablement, je l'espère, super triste si je décède, sûrement. etc. Mais fondamentalement, voilà, je suis sûre qu'il arrivera à rebondir et que ça ira. Avoir un enfant, je trouve que c'est encore différent. C'est quelqu'un qui va être plus dépendant de moi. Et puis en plus... j'ai perdu ma maman très tôt, donc j'espère qu'il n'aura pas à vivre la même chose. Mais malgré tout, parce qu'on ne sait jamais, s'il doit vivre la même chose que moi j'ai vécu, alors je me dis, j'espère que je lui aurais donné autant de cartes en main que ce que ma maman m'a donné, même sans en avoir l'impression. Oui, toi tu veux transmettre autant que ta maman t'a transmis. Sinon ça ne sert un peu à rien. Ouais. Enfin...
En tout Oui, cas, tout à fait. de mon point de vue, ça sert un Oui. peu à rien si jamais j'arrive pas à transmettre Mhm. un minimum. Oui. Donc, ouais, voilà. Mais c'est marrant, hein, comme quoi on peut publier beaucoup de choses sur les réseaux sociaux Ouais, mais c'est bien que et ça omettre reste... certaines choses, ouais. Oui, mais ça reste aussi ton intimité, Oui, et une période puis, difficile. c'est ça. Et puis, ça me permet de pouvoir en parler quand je le souhaite, Oui. quand je suis dans un cadre qui me le permet, quand, enfin, voilà, ce genre de choses. Les réseaux sociaux, on le sait, c'est parfois bienveillant, mais la majorité du temps, c'est quand même beaucoup plus incertain, quoi. Donc, Ouais. Et t'as vécu dans cet univers très bienveillant avec tes sœurs, Ouais. ton papa, ta maman. Et puis là, tu te retrouves en politique et aussi, Ouais. comme on dit, face au monde. C'est ça. Avec, voilà, moi j'ai eu plein d'informations grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Et c'est le but du jeu, hein. C'est ça. Et comment est-ce que tu vis ça? Parce que c'est pas non plus un monde très bienveillant. Sincèrement, jusqu'à présent, alors que je suis en politique, c'est rare les fois où j'ai des commentaires malveillants sur Ok. les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner. En tout cas, je pense que ça reste vrai tant qu'on reste à une échelle très Ouais, locale. c'est ça, ouais. Par après, c'est vraiment plus le cas. Parfois, de temps en temps, sur les articles de presse, il faut prendre le temps de cliquer sur les commentaires et de voir toute la haine que se prend une personne parce que, pour une raison X ou Y, et où on revient sur des trucs qui n'ont rien à voir. C'est fou. Mais moi, personnellement, jusqu'à présent, ça va. Et alors, si vraiment je sens que ça dépasse une certaine limite, alors je sais que j'ai plusieurs outils. Je peux bloquer la personne. Donc, comme ça, elle ne voit plus mon fil d'actualité, elle ne peut plus commenter, etc. Après, je pense que c'est aussi une règle du jeu quand on fait de la politique d'être critiqué. Et à partir du moment où ça reste des critiques sur les actions que je fais, etc., c'est parfaitement ok pour moi, ça fait partie du jeu. À partir du moment où c'est des critiques sur qui je suis moi ou sur des choses plus personnelles, alors là pour moi on passe le cap de la politique et on rentre dans des attaques personnelles et là ça me convient pas, quoi. Oui, parce qu'en plus tu as vécu du harcèlement et ça pourrait aussi s'apparenter à ça ou... Ouais, alors jusqu'à présent ça n'a jamais été le cas et je pense que ce sera jamais le cas parce que je suis fondamentalement convaincue que maintenant j'ai beaucoup plus d'armes pour faire face à tout ça. Donc il faut savoir que quand ça s'est passé, quand j'étais en rénové, on m'avait appris que pour qu'une rumeur puisse disparaître, le mieux c'était de rien dire et simplement de la laisser passer. Je pense que ça peut être un bon conseil si la rumeur elle dure 3 jours. À partir du moment où cette rumeur elle dure plusieurs mois, au bout d'un moment on peut pas simplement se dire que ça va passer. Et ici moi c'est l'erreur que j'ai commise à l'époque. Alors que la rumeur a duré plusieurs mois, je me suis quand même pas dit à un moment donné, bon là, il est temps que je fight contre, quoi. Donc voilà. Là aujourd'hui, je réagirais d'office différemment. Et puis j'ai d'autres ressources autour de moi. J'avais 16 ans à l'époque, j'étais adolescente, pas bien dans ma peau, avec un contexte familial pas facile. Aujourd'hui, voilà, je le disais tout à l'heure, j'ai d'autres personnes autour de moi vers qui je peux me tourner et où je sais qu'ils auront un regard beaucoup plus détaché de la situation au niveau émotionnel que ce que moi j'aurais potentiellement. Et à part tout ça, est-ce qu'il y a d'autres ressources ou outils qui t'ont aidé à ce moment-là, aussi au décès de ta maman? Moi, j'ai jamais été très écriture ou très lecture, mais quelque chose qui m'a aidée, c'est j'ai été acheter un petit calepin et de temps en temps, quand vraiment la peine était trop là et que c'était trop compliqué, alors j'écrivais à ma maman. Alors c'est marrant parce que je le fais que très rarement parce qu'émotionnellement, c'est quand même pas facile. Mais de temps en temps, je reprends ce petit calepin-là et alors je regarde ce que j'avais écrit et franchement, la phase de la colère, mais alors on sait la repérer dans les notes que j'ai faites, quoi. C'est impressionnant. Et il y a une page où limite j'insultais maman d'être décédée, etc., quoi. Donc, et puis il y en a d'autres où c'était beaucoup plus de la tristesse. Donc, je pense que sur le moment, je me suis pas spécialement rendu compte que c'était quelque chose qui m'aidait d'écrire comme ça, bien qu'après avoir écrit, systématiquement, je me sentais soulagée. Mais en tout cas... par la suite, quand je prenais ou quand je prends le temps de relire, je me dis que j'ai vraiment parcouru un grand chemin.
Mhm. Et ça me permet aussi de temps en temps de relativiser. Donc, Oui, de voir tout ce que tu as... ouais. Donc ça, je pense que c'est quelque chose auquel je croyais pas. Et je pense que c'était la psychologue qui m'avait dit de faire ça. Et fondamentalement, je pense que la première fois que je l'ai fait, c'était un peu par obligation. Parce que j'avais Sans dit que j'allais conviction. prêt pour la séance suivante. Et puis finalement, c'est quand même quelque chose qui m'a vraiment aidée. Sinon, je pense que dans les moments où je suis vraiment pas bien, alors j'ai appris ce qui allait me faire du bien. Donc, par exemple, prendre un bain, moi c'est quelque chose, j'adore prendre des bains, etc. et passer des heures dans la baignoire. Et quand j'étais aux études, je pouvais étudier pendant 5 heures dans la baignoire en rajoutant de l'eau chaude. Ça a dû coûter un pont à mes parents, et bon, il faut savoir ce qu'ils voulaient. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose qui me fait du bien, de prendre un bain. Ou alors de regarder des films de Noël. Moi, j'adore la période de Noël, j'adore les décorations de Noël. Je trouve que les films de Noël, c'est quand même toujours très bienveillant. Oui. Ou en tout cas, on retrouve Il y a toujours... de l'optimisme. voilà, c'est ça. On retrouve toujours tout ça. C'est pas très compliqué à suivre. Hein. Au bout des 10 premières minutes, on a vu la fille, on a vu le mec, on sait qu'à la fin, ils sortent ensemble. C'est ça. Donc, ça permet aussi de déconnecter mentalement. Et donc, moi, dans les rituels que je mets en place quand je suis pas en forme, c'est vraiment prendre un bain et regarder un film de Noël. Et alors, si je peux combiner les deux en même temps, alors là, c'est pépite le moment. Donc, ouais, non, ça, c'est vrai que... Et ça coûte rien, et ça permet juste de prendre du temps pour soi, de se poser, de se dire, ok, maintenant là, pendant 2 heures, tous les problèmes, tous les mails, toute la charge mentale, je la dépose et je déconnecte. Oui, parce que tu as une sacrée charge mentale. Tu es assez dynamique, tu as la politique, tu as le rôle de présidente, la jeune chambre. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu as encore d'autres... Oui, si, je suis investie dans d'autres associations, genre Dynamicum, club sportif, enfin oui, j'ai beaucoup de choses, ça c'est sûr. Mais ça te nourrit aussi, ça. Ouais. J'adore. En fait, souvent... Et là, on me dit souvent, on me dit, ah, tu devrais lever le pied, faire moins de choses, prendre plus de temps pour toi. Oui, mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas spécialement, c'est que moi, en ce moment, quand j'ai besoin de prendre du temps pour moi et de me sentir bien, ben, je vais faire des trucs pour le boulot, par exemple. Parce que pour l'instant, c'est ce qui me permet d'avoir un vrai équilibre et c'est là où je m'épanouis le plus. Peut-être que dans 6 ans, ce ne sera plus le cas, ou dans 6 mois ou quoi. Mais en tout cas, pour l'instant... Je sais que si j'ai besoin de faire quelque chose pour moi, consulter mes mails et me prendre un peu la tête pour mon agenda, pour me placer une réunion, un truc comme ça, c'est quelque chose où je vais avoir le sentiment d'avoir le contrôle et où je vais me retrouver. Donc ça peut paraître très paradoxal, mais la charge mentale, moi je la ressens pas spécialement parce que ça fait partie des trucs que je préfère faire au final dans ma journée. Un peu comme si tu aimais aussi les problèmes à résoudre. Ah ouais, moi j'adore ça. Oui. Et ça depuis très longtemps, parce que même quand je travaillais chez le notaire, bah voilà, il y avait parfois des successions, parfois des clients qui ne s'entendaient pas entre eux. Et souvent, je disais, mais moi, les clients qui se prennent la tête, etc., moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien parce que c'est un vrai challenge d'avoir quelqu'un au début de la conversation qui est super énervé, qui est pas content pour X ou Y raison. Et à la fin de la conversation, d'avoir quelqu'un de beaucoup plus calme au téléphone. Ouais. Ben voilà, ça fait vraiment partie des challenges que moi j'aime bien relever, quoi. Donc ça, ouais, c'est pour ça que je pense que le CPS, ça me convient bien aussi pour tous ces aspects-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes à régler dans tous les domaines. Et, voilà. C'est très large et tu peux vraiment essayer de chercher plein de solutions. Et je le disais encore à ma psy que je vais voir pour l'instant. Quand je l'ai quittée la semaine passée, elle me dit « Ah, vous allez faire quoi ?» Je dis « Écoutez, la séance a été très émotionnelle. Moi, là, je vais aller au boulot. J'espère qu'il y aura 2-3 gros problèmes à résoudre. Comme ça, je vais pouvoir m'en occuper, trouver des solutions et puis rentrer chez moi en ayant l'impression d'avoir mis un peu d'ordre dans ma vie. Parce que parfois, c'est beaucoup plus difficile à faire avec ses émotions. Pouvoir remettre de l'ordre dans ses émotions, ça demande beaucoup, beaucoup plus d'énergie que de remettre de l'ordre dans des problèmes qui sont beaucoup plus factuels, quoi. Donc, oui, donc ça t'aide aussi à ranger ta tête. Voilà, c'est ça. Donc, moi, c'est OK. Merci beaucoup. Est-ce que tu avais envie de partager autre chose ? Non, je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Un sacré tour.
J'ai un petit portrait chinois spécial d'Ibloom. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y regarder. Oui. Et alors, je voulais te demander si ta résilience était une couleur, laquelle serait-elle ? Ouais. J'ai vu la question et je me suis dit, j'ai réfléchi et je me suis dit que le gris, c'était très bien. Oui. Alors ça, c'est pas très joyeux le gris, ok, mais je pense que pour moi la résilience c'est vraiment le compromis. Et je trouve que le gris c'est parfait entre le blanc et le noir. Rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir. Et donc il y a toujours une nuance de gris à trouver quelque part. Et quelle est ta définition de la résilience quand tu dis c'est un compromis ? C'est un compromis entre quoi et quoi ? Cette question n'est pas facile. Elle n'était pas dans la liste. Non, elle n'était pas. Tu viens de la susciter. Si je devais donner une définition de la résilience, moi je pense que la résilience c'est pouvoir faire différemment que ce qu'on avait pensé faire. Donc c'est penser fondamentalement qu'il faut prendre le chemin A et puis finalement se dire que le seul chemin possible c'est le B et de se dire ok, soit je vais simplement dans le B et j'attends que le temps passe et je suis un peu déçue, soit j'en fais un A bis qui sera pas spécialement parfait mais qui permettra d'avoir un peu ce côté du win-win quoi. Oui. Donc j'ai été là où je devais aller mais j'ai pas pris le pire chemin des deux quoi. Oui, et c'est en trouver le positif finalement de ce chemin-là et te dire ok, mais c'est pas le choix que je veux faire, mais voilà. Mais on va en faire quelque chose de bien. Voilà, clairement. Et donc c'est pour ça que je pense que le gris, c'est pas mal. Si ta résilience, je l'ai posée celle-là. Okay. Si ton parcours était une fleur. Ah ouais, ça je me suis dit que le personnage, je sais pas si c'est féminin ou masculin cette bêtise. Le personnage, je pense. Ouais, bref. Ah non, oui, bah tu me mets un doute. Bah voilà. Ouais. On cherchera après. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que souvent le personnage, je pense, souvent le personnage il est en avance un peu sur la saison et je pense que fondamentalement je suis plus souvent en avance sur ma génération qu'en retard. Enfin, peut-être pas sur ma génération, mais en tout cas sur ce que font les jeunes de ma génération qu'en retard. Et c'est aussi une fleur, dans ma conception des choses, qui n'a pas peur de se lancer, d'y aller. Donc voilà, je trouvais ça pas mal. Tu te sens un peu avant-gardiste ? Ah, avant-gardiste, c'est peut-être un peu prétentieux. Mais en tout cas, j'ai pas peur d'essayer. Et si je me plante, je me planterai, mais j'aurai pas de regrets, quoi. Oui, c'est un peu, j'ai une vie, je veux qu'elle soit remplie, pleine, et que je sois contente de ce que j'en ai fait, quoi. Ouais. Si tu devais associer ta force intérieure à un élément de la nature, lequel serait-ce ? Ouais. Je dirais le vent. Parce que le vent, il nous emmène de gauche à droite, etc. Mais je pense que s'associer au vent, c'est pouvoir aller plus loin. Alors qu'aller contre le vent, c'est simplement s'époumoner pour rien, quoi. Donc, je dirais que si je devais m'associer à quelque chose, ce serait le vent pour pouvoir aller plus loin. Et à nouveau, peut-être que ce ne sera pas exactement dans la direction dans laquelle je voudrais aller, mais il y a quand même toujours moyen de trouver un compromis, quoi. Oui, ça fait partie de la résilience, de pouvoir ne pas s'efforcer à aller contre quelque chose, mais en fait orienter ses voiles et suivre la direction du vent. C'est ça. Si tu étais une saison aujourd'hui, après tout le cheminement, là tu dis que tu as fait un beau cheminement. Je sais pas Enfin, si, je sais. Je dirais que je suis l'automne. Ouais. Pourtant, l'automne, c'est pas spécialement la saison la plus joyeuse parce que c'est le retour de l'hiver, les mauvais jours, machin, tout ça. Mais je trouve que ça correspond quand même plutôt pas mal parce que l'automne, on peut le voir comme étant juste avant l'hiver et quelque chose de déprimant. On peut le voir comme justement quelque chose qui est comme il est, mais où il y a quand même du bon dedans. Donc, je pense que c'est intéressant de voir les choses telles qu'elles sont et pas spécialement d'essayer de les enjoliver, mais de se dire qu'il y a moyen d'en faire vraiment quelque chose de sympa. Et l'automne, quand on va se trimballer au milieu de la forêt, où il y a toutes ces couleurs, etc., c'est fondamentalement sympa. Oui, tout à fait. On sent beaucoup d'optimisme chez toi. Oui, je pense, j'espère. Après, oui. Peut-être bien. Oui, de voir le positif, d'essayer de trouver le positif et de... Oui, après, c'est à nouveau, c'est pas tous les jours comme ça, et on en parlait, et c'est pas tous les jours facile, mais
Tu tends à. Ouais, c'est ça. Je me dis, sinon c'est mort, quoi. Je rentre dormir chez moi et puis je me tape ma série et je me rendors devant. Et voilà. Ce qui est fondamentalement nul et où j'aurais rien fait de ma journée. Et ça va être saoulant. Tandis que oui, se dire, ouais, ce sera pas parfait, mais ce sera comme ce sera. Et c'est très bien. Tout est OK. Voilà. Et si tu devais t'offrir un compliment, lequel serait-ce ? Un compliment... Oui, je n'ai peut-être pas été jusqu'à la fin de la liste de questions parce que je les ai préparées hier. Un compliment... Quelque chose te vient spontanément ? Ouais, je dirais... Je pense que je suis quand même quelqu'un de forte. Dans le sens où je pense qu'avec le parcours que j'ai eu jusqu'à présent, j'arrive quand même à faire face à des épreuves et j'arrive à faire face à des épreuves correctement. Donc, en me faisant accompagner, certes, mais sans m'effondrer. Et ça, c'est déjà un progrès. Donc, voilà. Oui, bravo. Et si tu voulais dire quelque chose à toutes celles qui nous écoutent ? Je leur dirais d'y croire. Je pense que parfois, on a tendance à se dire « Oh, la vie est quand même nulle. » Ouais, parfois, c'est vrai, il y a des jours où la vie est nulle. Mais il faut fondamentalement croire que le lendemain sera mieux. Alors, il ne sera pas parfait, mais il y aura d'office un truc en plus qui sera mieux, quoi. Et donc, je pense qu'y croire en ses chances, croire en le fait que demain sera plus sympa, ça, c'est le plus important. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Deep Bloom. Si ce moment avec Lison t'a touché, inspiré ou simplement ouvert une réflexion, prends un instant pour le laisser infuser. C'est souvent dans ces silences-là que quelque chose germe, une idée, une émotion, une envie de vivre un peu plus vrai. Si tu veux soutenir Deep Bloom et m'aider à faire fleurir ces conversations, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, laisser un avis ou un mot doux et surtout partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. Parce que c'est comme ça que la parole circule, que les prises de conscience s'étendent et que petit à petit on fait éclore plus de douceur et de clarté dans le monde. Merci d'être là, vraiment. À très bientôt pour un nouvel épisode de Deep Bloom, un espace pour fleurir de l'intérieur.